et attaque l'URSS en 1942, à la fois depuis l'Europe et depuis le Caucase, et gagne. Alors, cet intérêt des historiens anglo-saxons pour l'Uchronie a même traversé l'Atlantique et un peu la Manche très récemment, puisque depuis 2010 et jusqu'en 2014, le musée de l'armée, justement, organisait des rencontres de l'Uchronie ici même, à laquelle j'ai assisté à l'une d'entre elles d'ailleurs. Et en 2013, le département d'histoire de l'École normale supérieure a mis en place un séminaire d'histoire contrefactuelle, qui est le mot académique français pour dire alternate history, pour traduire alternate history, et le titre de ce séminaire, c'est l'histoire avec des si. Donc c'est le what if, en anglais on dit le what if, que se serait-il passé si. Et c'est un exercice donc, qui est pratiqué beaucoup en histoire militaire par les historiens anglo-saxons, parce que ça, et ce qui est aussi utilisé dans les wargames. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les wargames, mais le principe même du wargame, c'est-à-dire du jeu de guerre sur table avec des pions ou des figurines et ce que vous voulez, c'est on repart d'une situation donnée et on essaie de modifier l'issue. Donc c'est typiquement de l'Uchronie. Alors, un point décisif, je pense, pour expliquer ce que l'Uchronie, c'est qu'est paru récemment, l'an dernier, en 2016, un livre de 2 historiens français sérieux, officiels, l'un étant à Paris 13, l'autre membre de l'Institut universitaire de France, donc c'est Quentin Deluermoz, et son collègue Pierre Singaravelou, qui est professeur à Paris 1, membre aussi de l'Institut universitaire de France. Et ils ont publié en 2016, au Seuil, un gros bouquin vraiment passionnant que je vous recommande, qui s'appelle « Pour une histoire des possibles ». Et j'étais très content d'ailleurs que ce livre paraisse en 2016. Je ne savais pas qu'il allait paraître, parce que c'est l'année où j'ai publié mes 2 livres, effectivement, sur la guerre de 70 et sur Waterloo. Et j'avais fait ça un peu, en cachette, de façon le plus discrète possible du milieu des historiens, parce que les historiens, une fois de plus, français, n'aiment pas du tout les uchronies. Ils ont beaucoup de mal avec cet exercice-là. Alors, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que les 2 historiens en question cherchent à démontrer aux historiens l'utilité de l'Uchronie comme méthode historiographique. Je vais vous donner quelques éléments d'explication qui donnent dans le livre, donc ça sera des citations. Alors je vais aller bien lentement, parce que c'est exprimé en langage académique officiel, donc, mais c'est absolument passionnant de montrer, et ça explique totalement la démarche que moi j'ai essayé sans le savoir, parce que je vous dis, j'ai écrit les bouquins avant que ce bouquin-là ne sorte. Donc, l'Uchronie, disent-ils, autorise une perception moins linéaire du devenir historique. Imaginer plusieurs futurs non advenus permet de dégager les heurts, les potentialités, les limites qui affectent un processus d'aspect homogène et d'appréhender à nouveau frais la complexité des réalités passées. Ça va ? Tout le monde suit ? Bon, voilà. Je continue un peu dans la même veine, donc accrochez-vous bien. Elle permet de casser les enchaînements causaux implicites qu'utilisent de fait les historiens lorsqu'ils choisissent, dans la chaîne complexe des événements, des représentations, ceux qui aboutissent à ce qui s'est effectivement passé. Donc il y a un choix dans la multitude des événements, des choses, des conceptions, des conditions, pour expliquer ce qui s'est passé après. Mais c'est un choix qui est fait à l'intérieur de cette complexité. C'est ça l'idée. Et donc cette démarche-là permet de remettre, disent-ils toujours, de remettre en cause les schémas historiques déterministes. Alors là, il cite Raymond Aron qui disait, elle permet, la démarche, une fois de plus, d'histoire alternative, elle permet de restituer au passé l'incertitude de l'avenir. C'est une assez belle phrase de Raymond Aron. Et cette incertitude que nous vivons au présent, en particulier dans 2 jours, elle offre le seul moyen d'échapper à l'illusion rétrospective de la fatalité. Elle contribue, je continue, à délimiter un espace des possibles et des contraintes, là c'est plus Raymond Aron, qui apparaît comme une définition élargie des situations. Elle permet de déterminer les champs d'autres issues possibles et de voir comment ils se modifient, qu'ils soient utilisés ou non. Et c'est justement ce utiliser ou non qui est important, oui, parce qu'on va arriver à la France pouvait-elle gagner en 70 ? C'est justement ça, la base. Alors, je fais un détour quand même par un paragraphe ou 2 de ce livre qui est passionnant et qui expose la théorie d'un mathématicien qui s'appelle Jean-Pierre Aubin et qui a
fait ce qu'il appelle une théorie de la viabilité. L'idée, je cite, c'est de mettre en rapport 3 éléments. Alors là aussi, il faut bien suivre. Les contraintes, premier élément, les contraintes, c'est-à-dire les structures matérielles ou non, c'est-à-dire matérielles ou imaginaires, qui bornent les possibilités d'action. Les commandes, c'est-à-dire l'ensemble des stratégies que les acteurs ont à leur disposition. Et enfin, troisième élément, le noyau viable, c'est-à-dire le but de ces stratégies. Donc ce dispositif invite à déterminer l'ensemble des trajectoires possibles au sein d'un système mouvant et permet même d'intégrer la modification de ces possibilités en fonction des choix effectués. Ça va? Bon, c'est toujours l'idée de la diversité d'une telle quantité d'informations, de données qui sont subies ou voulues, qui fait qu'il y a plusieurs trajectoires possibles et plusieurs choix possibles. Donc, il continue, s'offre alors à l'analyste non pas un choix unique, mais une myriade de stratégies possibles, dont l'une a été empruntée. Donc, on approche petit à petit du vocabulaire militaire. Je ne sais pas si vous avez vu, commande, stratégie, voilà. Je vais passer un peu, parce qu'il y a encore beaucoup de définitions qui permettent d'aller plus loin, de montrer qu'on peut intégrer les succès et l'échec d'une conduite pour en tirer d'autres scénarios possibles. Donc, l'exercice contrefactuel révèle que ces possibles du passé ne sont pas infinis. En faisant saillir les contraintes, les mécanismes de reproduction, les routines qui organisent les mondes sociaux étudiés. Il dévoile la force créatrice de l'événement, des moments décisifs aux yeux des acteurs, mais qui ont pu tomber rapidement dans l'oubli. En dégageant les possibles non advenus du passé, et ça c'est la phrase clé, les possibles non advenus du passé, qui sont en nombre limité, parce que justement c'est les conditions dans lesquelles ça se passe, en fait tracent un certain nombre de scénarios, pas n'importe quoi, pas tout, pas tout ce que l'imagination a posteriori permet, mais un certain nombre de scénarios qui déjà sont présents quelque part dans la pensée ou dans la réflexion des contemporains, des gens qui sont au moment où ça se passe. Le chercheur défatalise l'histoire. Il se soustrait ainsi à l'enfermement dans des trajectoires présentées comme irrésistibles. Voilà. Et alors, il y a un petit supplément, si j'ose dire, c'est que les deux auteurs notent que la méthode contrefactuelle permet d'écrire l'histoire des vaincus. Vous voyez, on approche du sujet. L'histoire, alors ça c'est une citation, l'histoire telle qu'on la connaît est celle des vainqueurs qui, alors là, ce qui suit, c'est une citation de Walter Benjamin, qui, en avançant, donc l'histoire des vainqueurs, écrase tout sur son passage, en particulier les potentialités inaccomplies du passé. Alors, tout ça est bel et bien, mais effectivement, il faut répondre à la critique des historiens sur la limite de cette méthode. Parce que, là je continue avec mes deux auteurs, bien des récits contrefactuels posent problème. Ceux qui n'explicitent pas leur registre, donc qui ne disent pas qu'ils sont contrefactuels, ou ceux qui prétendent dire une autre histoire vraie. Et ça, c'est la définition même du mensonge et du négationnisme. C'est-à-dire que la suspicion des historiens à l'égard de l'Uchronie provient du fait qu'elle peut être facilement rapprochée du mensonge et du négationnisme, précisément parce qu'elle est contre les faits, contrefactuelle. Donc, c'est assez facile, en disant qu'on fait de l'Uchronie, d'affirmer une autre vérité. Les chambres à gaz n'ont pas existé. Non, c'est pas ça. C'est un récit. Les deux auteurs ils rejettent cette objection de façon assez claire, en observant que l'histoire contrefactuelle ne peut être négationniste puisqu'elle avoue d'emblée imaginer une voie autre par rapport à des faits avérés. Si l'Uchronie consiste à dire « Ah, les chambres à gaz n'ont pas existé », ce n'est pas de l'histoire contrefactuelle. L'histoire contrefactuelle dit « Les chambres à gaz ont existé », elle part de faits réels, mais que se serait-il passé si elle n'avait pas existé, ce qui est tout à fait différent. Que se serait-il passé si, à partir de cette réalité, il y a eu un point d'inflexion qui faisait changer la suite. Alors que le négationnisme, lui, fait passer un mensonge pour une vérité, ce qui est tout à fait différente. Donc, les règles du jeu, celles que j'ai tenté d'utiliser, c'est que l'Uchronie doit dire ce qu'elle est, c'est-à-dire une voie qui n'a pas eu lieu réellement. Elle doit exposer sa fonction dans le raisonnement historique. Comparer
évaluer, s'amuser, méditer. Et ça, c'est ça que je vous propose de faire à propos du sujet de la France pouvait-elle gagner en 1870. Donc, le but du jeu, quand on fait ça, quand moi je le fais en tout cas, parce que je ne suis pas historien une fois de plus, c'est pas de faire progresser la science historique avec des sources et des documents inédits, ce qui est le travail normal de l'historien, c'est de trouver de nouveaux documents. Mais c'est de montrer que, sans sortir du cadre matériel, social, idéologique dans lequel ils se trouvaient, les dirigeants politiques et militaires français pouvaient agir autrement. Parce que l'histoire se déroule autant sous l'effet des contraintes auxquelles sont soumis les contemporains que sous l'effet des représentations ou de la conscience qu'ils en ont. Et ce que je vais vous montrer avec quelques exemples, c'est qu'il y avait mentalement, matériellement présent, des choses dont les contemporains étaient conscients et ont même exprimé des scénarios possibles, des décisions possibles, et que voilà, ces décisions n'ont pas été celles qui ont été prises, mais qu'elles auraient pu l'être en toute logique par rapport à l'état de connaissance et de volonté des gens qui étaient présents. Alors, donc l'idée, c'est de partir à la recherche dans la littérature historique des événements, des éléments qui prouvent que les décideurs avaient imaginé ou défendu, voire même pratiqué, des décisions différentes de celles qui ont été effectivement prises. Et donc elles auraient pu être prises parce que l'existence était déjà présente dans les cerveaux et dans l'environnement matériel des décideurs du moment. Alors, dans le livre, je propose 4 scénarios d'Uchronie, donc tous basés sur les principes énoncés plus haut. Et tous ces scénarios ont été testés avec des wargames, en des jeux donc sur plateau, avec des pions, etc., pour voir si ça fonctionnait. Et ça, il fonctionne. En combinant des jeux disponibles sur le marché, puisque bien sûr, les jeux, eux, sont historiques. Donc, alors, je ne vais pas vous raconter tout le livre, parce que sinon, vous n'allez pas l'acheter. Mais je vais vous citer, pour mémoire, 2 d'entre eux, et je vais rentrer un peu plus dans le détail pour les 2 autres, parce qu'il y en a 4. Alors, bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur les détails, vous pouvez faire toutes les objections et les protestations, éventuellement les indignations, à l'issue, juste après la conférence, à la fin, juste le temps, si vous me permettez, de finir. Voilà. Le premier scénario propose une issue alternative aux batailles du 16 et du 18 août qui se sont déroulées sur les plateaux à l'est de Metz et qui ont abouti, dans la réalité historique, donc à l'enfermement de l'armée de Bazaine, l'armée impériale de Bazaine dans Metz. Alors ça va être un des exemples que je détaillerai juste après, donc je ne vais pas trop plus loin, et il est de niveau tactique, du point de vue de l'histoire militaire. Le second scénario, lui, est plus opérationnel. Il imagine que l'armée impériale applique ce qu'on appelait le plan Trochu, qui est le général-gouverneur militaire de Paris, qui a proposé le 17 août un repli de l'armée de Châlons, l'armée de réserve de Châlons, donc qui était l'armée qui était constituée avec les réserves qui arrivaient de toute la France, alors que déjà les armées de Lorraine et d'Alsace avaient été battues. Je ne vous refais pas le schéma total, ou si c'est nécessaire, je répondrai donc à toutes les questions. Et donc l'idée de Trochu était de replier l'armée de Châlons sur Paris pour concentrer les renforts et manœuvrer autour de la place fortifiée de Paris. Mais le gouvernement, Palikao, le Premier ministre, et l'impératrice Eugénie, qui craignent l'émeute parisienne, rejettent le plan et ordonnent à l'armée de Châlons de tendre la main à Bazaine, qui va être enfermé dans Metz. Alors que se serait-il passé si MacMahon s'était replié sur Paris, MacMahon qui commande l'armée de Châlons, s'était replié sur Paris au lieu de marcher sur Sedan? Les 2 scénarios suivants concernent l'autre période de la guerre, c'est-à-dire la période de la défense nationale, du gouvernement républicain qui succède au Second Empire après Sedan et après le 4 septembre. Donc le troisième scénario, il relate la levée du siège de Paris début novembre de 1870, grâce à une meilleure coordination entre l'armée de Paris assiégée et l'armée de la Loire, venue la libérer. L'idée, c'est que Gambetta, avant de quitter Paris, et comme le demandait à l'époque dans les documents que j'ai trouvés le général Ducrot, qui est un des commandants de corps de la garnison de Paris, enfin du corps qui est dans Paris, avant le 7 octobre, donc, Ducrot demande que soit élaboré un plan qui permet de coordonner une sortie de l'armée de Paris avec une offensive des armées de province, qui à l'époque, la seule armée disponible, c'est l'armée de la Loire. Mais dans la réalité,
Gambetta, cette proposition n'est pas retenue. Et Gambetta s'envole en ballon et part à Tours et monte l'offensive de l'armée de la Loire. Et là, le problème, c'est que malgré l'envoi de messages, alors dans un sens par ballon, de l'autre par pigeon, donc de la province vers Paris par pigeon et de Paris vers la province, vers Tours, par ballon, n'arrive jamais à communiquer en temps réel les plans des uns des autres, et ce qui explique que l'ensemble des offensives des armées de province n'arrivent jamais à être simultanées ou sur les mêmes axes que les sorties de l'armée de Paris, ce qui fait que toutes vont échouer les unes après les autres. Et il y a aussi, dans ce scénario de la levée du siège de Paris, qui imagine que cette coordination est rendue possible, parce qu'elle a été décidée avant le départ de Gambetta, qu'il y ait un autre modèle d'amalgame entre les mobiles, les volontaires et les gardes nationaux et ce qui reste de l'armée d'active. Parce que, peut-être vous le savez, j'espère, que le grand problème des armées de la République, une fois battues les armées impériales, à Metz et à Sedan, c'est que l'armée d'active est réduite à très peu et qu'il y a donc une levée en masse de type 1793, mais cet amalgame échoue parce qu'on garde des unités d'actifs d'un côté, des unités mobiles de l'autre. Or, Gambetta, et ça aussi je l'ai retrouvé dans la littérature, avait proposé le modèle que Lincoln avait choisi pendant la guerre de sécession, qui date de 6 ans avant, qui s'est terminée 6 ans avant, donc qui est assez récente, et qui était un modèle d'amalgame avec ce qu'on appelle l'armée auxiliaire et avec un système de désignation des officiers par le mérite. Donc c'était assez proche de 93 en fait. Le modèle, c'était à la fois 93 et la guerre de sécession. Et ce scénario-là est refusé par les généraux. Voilà, donc là, j'imagine là encore que cette proposition de Gambetta, qui est tout à fait documentée, fonctionne, est acceptée. Voilà. Et le troisième élément de ce scénario, c'est que après la levée du siège de Paris, que j'imagine donc, évidemment les Allemands reviennent en force parce que entre-temps la place de Metz est tombée, donc les armées sont libérées par la chute, la capitulation de Bazaine, et donc reprennent l'offensive sur Paris. Et donc là se livre, toujours dans le scénario uchronique, une bataille de la Marne. Je suis désolé, mais effectivement, quand on regarde la carte, quand on regarde les voies, la logique militaire et historique fait que ça se livre exactement sur les mêmes terrains que la bataille de la Marne de 1914. Et que dans l'Uchronie, rassurez-vous, ça finit aussi bien que son homonyme de 1914. Et j'imagine même que dans la plaine où s'est déroulée cette bataille, on édifiera 100 ans après, un parc d'attractions qui s'appelle Chanziland. Et c'est exactement le même endroit. Voilà. Alors le quatrième et dernier scénario que je propose, c'est une marche concentrique et simultanée de toutes les armées de province, de Loire, de Nord et de Normandie, vers Paris, une fois équipées et entraînées. Et ça, c'est possible à partir de la fin décembre seulement, combiné à une action de diversion menée par l'armée de l'Est et à une sortie de l'armée de Paris. Ce plan coordonné permet de lever le siège de Paris fin décembre et oblige l'armée allemande à la retraite en mois de janvier. Alors là c'est juste un exposé très rapide, je vais vous détailler seulement 2 de ces exemples parce que sinon ça serait à la fois trop long. Je vais maintenant vous donner quelques détails sur le premier scénario. Celui donc d'une victoire tactique des armées impériales sur le plateau de Metz. Les historiens ont montré que la défaite française était en grande partie due à la supériorité de l'armée allemande en matière d'effectifs et d'artillerie. Ça, toute la littérature historique vous l'explique. Et donc, moi, dans le livre, il y a une grande partie qui n'est pas de l'Uchronie. Rassurez-vous, il n'y a pas que l'Uchronie. Donc, j'explique longuement dans le livre les raisons de cette supériorité. Mais j'ai aussi quand même découvert dans les documents exposés par les historiens, que le commandement français était tout à fait conscient de la supériorité numérique et de l'artillerie de l'armée allemande et en avait tiré les conséquences. Par exemple, l'armée belge avait acheté des canons Krupp et a prêté à l'armée française un canon Krupp pour faire des essais. Et donc, en 1864-5, je ne sais plus, c'est dans le livre, il y a la date précise, l'artillerie française fait des essais avec le Krupp. Et donc repère, et sait très bien que la portée du canon Krupp est 2 fois supérieure à celle, pas tout à fait 2 fois, un tiers supérieure à celle du meilleur canon français. Donc ils sont parfaitement au courant
De même qu'ils sont parfaitement au courant que le système de mobilisation allemand permet d'avoir des effectifs sur la frontière bien supérieurs à ceux de l'armée française. Donc c'est connu, c'est pas une surprise du tout. Donc dans la littérature historique de l'époque et dans les commentaires et les témoignages de l'époque, il est dit que le fusil Chassepot, dont la portée est double de celle du Dreis allemand, du fusil allemand, la mitrailleuse Refi, donc qui n'existe pas du côté allemand. Il y a un exemplaire de la mitrailleuse Refi quelque part dans le musée de l'armée, je crois d'ailleurs. Voilà. Ce qu'on appelle le canon à balles à l'époque, sont considérés par les états-majors comme les moyens de compenser la supériorité des effectifs allemands. D'autre part, le règlement d'infanterie prévoit que les fantassins sont tous équipés de pelles et creusent des tranchées-abris, c'est le mot qui est utilisé, pour se mettre à l'abri de l'artillerie adverse. L'instruction du 1er août 1870 ordonne, donc c'est le 1er août 1870, c'est le début de la guerre, ordonne aux troupes françaises de prendre des positions défensives et d'attendre les attaques allemandes pour profiter pleinement de ces deux atouts, la supériorité du feu, le retranchement, d'autant que le règlement allemand, lui, ordonne l'attaque à outrance des positions ennemies dès qu'elles sont à portée. Donc le scénario était clair dans la tête, si vous voulez, des militaires de l'époque. Et effectivement, lorsque l'infanterie française applique ces prescriptions, comme à Saint-Privat le 18 août ou au ravin de la Manse le 18 août, les pertes allemandes sont absolument colossales et les assauts échouent. De même, lorsque des officiers imaginatifs, ou bien la configuration du terrain, ou bien les mouvements des troupes, le hasard des mouvements de troupes et des lignes, placent les mitrailleuses Refi en première ligne, et non pas à l'arrière avec l'artillerie comme le préconise le règlement de l'artillerie, elles font des ravages terribles dans les rangs allemands. Et c'est le cas à Fröschwiller ou à Gravelotte. Les pertes au feu allemandes, et je dis bien les pertes au feu, c'est au moment de la bataille, sont dans toutes les batailles très supérieures aux pertes françaises. Mais comme les Allemands remportent le plus souvent la victoire et occupent le terrain, le rapport de pertes s'inverse parce qu'ils capturent les blessés et les prisonniers. Donc ce sont ces effets réels, et quelques autres, que l'Uchronie permet de remettre en jeu dans mon livre, en supposant que ces règlements initiaux et les leçons des premières expériences de terrain sont effectivement appliquées et généralisées. Les batailles autour de Metz auraient alors pu connaître une autre issue. Il ne faut pas oublier que Moltke, le chef d'état-major de l'armée allemande, le soir du 18 août, donne l'ordre de préparer la retraite au vu des pertes immenses de la journée. En particulier, il y a le fils du ministre de la guerre allemand, Röhm, est tué, et 2 fils de Bismarck sont blessés. Et ça, c'est des choses qui... Voilà, il y a 20 000 morts, et c'est des pertes gigantesques. Et donc, Moltke prépare la retraite. Mais il annule au dernier moment lorsqu'il apprend que la ligne française a été tournée au nord du champ de bataille. Donc, il y avait bien une issue alternative qui est devenue de fait uchronique, mais elle était bien présente dans l'esprit de l'état-major allemand ce soir-là. Donc ça, c'est pour vous montrer sur cet exemple-là comment fonctionne l'Uchronie. Le deuxième exemple, je rappelle, c'est la marche concentrique des armées de province sur Paris en décembre et en janvier. Il y a 3 éléments qui permettent de construire ce scénario d'éléments historiques que j'ai retrouvés dans la littérature. Le 18 octobre, Gambetta réunit à Besançon les généraux de l'armée de l'Est. Le chef d'état-major de l'une des divisions propose un plan qui est de mener une offensive, 18 octobre 1870, vise à couper les communications allemandes en Lorraine. Ce plan est en partant des plateaux du Jura et de Besançon, puisque l'armée se concentre au nord de Lyon et autour de Besançon, cette armée de l'Est. Ce plan est oublié parce que la priorité est donnée à une concentration des armées de secours sur la Loire pour aller délivrer directement Paris, mais aussi parce que les officiers refusent de coopérer avec l'armée des francs-tireurs de Garibaldi qui se réunit à l'époque à Autun. Et c'est une des principales forces militaires à ce moment-là dans la région. Et le plan n'est réactivé que début janvier 1971, avec l'expédition de l'armée de l'Est qui, si vous le savez, se termine par un échec total à Héricourt près de Belfort, où l'armée de Bourbaki est battue et est obligée de se réfugier en Suisse. Le deuxième élément qui permet de construire ce scénario de la marche concentrique, donc, c'est qu'après l'échec de l'armée de la Loire, à la mi-décembre, Chanzy écrit à Gambetta une grande lettre
qui est absolument passionnante, que je cite entièrement ou presque entièrement dans le livre, où il suggère en fait de combiner les mouvements des différentes armées en expliquant que chacune lancée isolément ne peut pas vaincre les Allemands, et donc il propose une coordination de l'ensemble des armées de province une fois qu'elles sont équipées. Et enfin, troisième élément, les suggestions de mener une guerre de partisans et de raids de colonnes mobiles sur le modèle américain de la guerre de sécession. Donc les expéditions de Sherman et les expéditions de la cavalerie sudiste sont clairement évoquées par les généraux, ont été nombreuses tout au long de la guerre. Ducrot, par exemple, j'ai aussi une lettre de Ducrot à sa femme, où il explique l'intérêt de mener une guerre de guérilla qui encerclerait l'ensemble de l'armée allemande qui est en train d'assiéger Paris en coupant l'ensemble de ses lignes de communication. Et les Allemands s'en inquiètent énormément, puisqu'il y a aussi une lettre, là encore, du Kronprinz, donc le fils de l'empereur, qui dit s'il nous coupe la voie ferrée à Vitry-le-François, puisque c'est là où passe la voie ferrée, c'est une catastrophe, on sera obligé de lever le siège de Paris. Et alors, des raids de ce type sont réellement menés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés au-delà de la pratique officielle de l'état-major français. Et ce sont les hommes de Garibaldi qui font un raid sur Châtillon le 19 novembre, et les francs-tireurs sabotent le 21 janvier 1871 le viaduc de Fontenoy-sur-Moselle, qui est un grand viaduc qui enjambe la vallée de la Moselle, qui est la ligne de chemin de fer par laquelle transite l'ensemble des ravitaillements de l'armée de siège allemande, siège de Paris, et qui paralyse donc ce ravitaillement pendant une semaine. Ils feront tomber un pilier du viaduc. Et au total, toujours grâce aux sources que j'ai pu trouver sur Internet, on sait que par l'ordre de bataille allemand du mois de janvier 1871, que 180 000 soldats allemands sont occupés à la défense des voies de communication le long dans tous les villages qui longent les voies ferrées et dans des garnisons qui sont des petits corps d'intervention prêts à intervenir s'il y a un sabotage. Mais il y en a assez peu finalement. Alors, donc, quand on a tous ces éléments en main, on voit qu'il n'est pas si difficile que ça d'imaginer les plans opérationnels, les manœuvres qui auraient pu permettre de surmonter les obstacles auxquels se sont heurtés dans la réalité les armées de la République. Alors, une dernière remarque, avant que vous puissiez poser toutes les questions de détail sur le sujet, c'est que, comme vous le savez tous, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, comme disait Clausewitz. Donc, il est évident que inverser le sort des armes sur le terrain militaire, ça n'a aucun effet s'il n'y a pas des conséquences sur le plan politique. Et ça, dans une uchronie, il faut forcément en tenir compte. Sinon, c'est un exercice de wargame, simplement, qui n'a pas de débouché. Mais là aussi, quand on fouille dans la littérature et quand on regarde ce qui était les documents, les correspondances de l'époque, on s'aperçoit que les dirigeants politiques étaient dans la même situation que les militaires, confrontés à de très nombreuses possibilités de choix. Par exemple, les dirigeants allemands étaient extrêmement divisés sur la conduite de la guerre. Et il y a des lettres, là encore, des documents qui montrent que le Kronprinz, par exemple, était tout à fait hostile à la continuation de la guerre. Il y a des querelles entre Bismarck, Moltke, le Kronprinz et le roi de Prusse, qui n'est pas encore empereur jusqu'à janvier 1971. Voilà. Donc, mais les scénarios uchroniques n'auraient aucun sens si la question posée c'était est-ce que la France pouvait écraser l'Allemagne comme l'Allemagne l'a fait de la France en 1870 ? Non. La question de départ, donc le but, le noyau viable dont je parlais à propos de la méthode mathématique de M. Aubin au tout début de cette communication, c'était est-ce que la France pouvait obtenir des conditions moins dures que celles imposées par Bismarck en 1871 en obtenant la levée du siège de Paris ou en battant l'armée allemande avant qu'elle ait totalement envahi la France. Mais c'est vrai que pour un éditeur, si la question devient la France pouvait-elle obtenir des conditions moins dures que celles imposées par Bismarck en 1871, c'est un peu long et compliqué, donc c'est la France pouvait-elle gagner en 1870 ? Gagner, c'est en l'occurrence ne pas perdre. Voilà. Et si vous voulez, maintenant, je peux répondre à toutes les questions que vous souhaitez, de détail ou de fond, sur l'Uchronie ou sur les scénarios eux-mêmes, parce qu'une fois de plus, je vous en ai livré que des bribes.
infime. Merci à Antoine Reverchon pour cet exercice difficile qui nécessitait de rappeler ce que c'est que l'Uchronie, ce qui est complexe, c'est un processus complexe, surtout quand il ne s'agit pas d'un amusement, d'un divertissement romanesque, mais qu'on essaye d'en tirer un approfondissement pour l'histoire. Ce qui exige, là, Antoine Reverchon a bien insisté dessus, ce qui exige d'avoir une très bonne connaissance des conditions historiques et de s'en écarter, j'allais dire, le moins possible pour rester dans le champ du réel. Donc, il a réussi à le faire dans un temps relativement court parce que, justement, sur une conférence comme celle-ci, avec l'Uchronie, il y a beaucoup de questions à poser, et si, et donc nous allons donner la parole à la salle pour que vous puissiez poser, en toute tranquillité, les questions à Antoine Reverchon. Vous allez me permettre simplement de profiter de ma situation pour poser peut-être la première question, et qui est la suivante. J'ai quand même l'impression, en lisant votre livre et en regardant l'histoire générale de la guerre, que c'est quand même plus simple pour la France d'obtenir des conditions moins mauvaises, autrement dit de limiter les dégâts, si elle les limite tôt. Autrement dit, on a quand même l'impression que beaucoup d'erreurs ont été commises dans la première phase de la guerre, qui quand même donne l'impression qu'elles auraient pu être assez facilement évitées. Il faut toujours être prudent, puisque, évidemment, on n'est pas à la place des malheureux qui ont pris les décisions. Mais je me souviens, puisque vous parlez de Wargame, je me souviens d'un Wargame sur 1870 qui disait, en fait, quand vous le jouez, donc quand vous rejouez, vous avez la conduite des armées allemandes d'un côté, la conduite des armées françaises de l'autre, et la personne qui présentait le jeu et qui essayait de faire une présentation historique sans aller jusqu'à l'Uchronie comme Antoine Reverchon, il disait, en fait, le rôle qui est difficile à jouer, c'est celui du joueur allemand aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il trouvera difficilement un joueur français qui fasse toutes les erreurs qui ont été commises à l'époque par le commandement français. Alors ça tout fait sourire. Le fait est que pour des tas de raisons compliquées d'ailleurs, et alors que souvent, et Antoine Reverchon l'a souligné, souvent on avait conscience qu'il y avait une meilleure solution possible, il se trouve que pour des tas de raisons, cette meilleure option n'a pas été choisie. Donc, donc je me permets de vous poser la question, je résume, c'est est-ce que quand même, si on veut éviter la défaite avec ses conséquences, comme ça s'est passé effectivement en 1870, le plus simple, si j'ose dire, ce n'est pas très tôt d'imaginer un commandement peut-être avec un peu plus d'initiative, notamment au moment, en août, notamment 1870. Voilà, j'en ai fini avec ma question, et après, on répartira le micro dans la salle. Je réponds d'abord à cette première question. D'accord. Eh bien, c'est très contre-intuitif, mais je pense que non. C'est juste l'inverse. Pourquoi ? Parce que les causes profondes de la défaite française historique, ce sont des causes stratégiques. C'est le fait que la France est seule à se battre parce que la diplomatie du Second Empire a échoué à obtenir que d'autres pays puissent venir en aide à la France. Et elle affronte seule un appareil militaire prussien qui est déjà connu comme étant massivement dangereux et puissant. Et c'est simplement la stratégie. Donc la stratégie étant, soyons bien d'accord sur les mots, la stratégie c'est pas guider les unités militaires sur un champ de bataille ou sur... Non, la stratégie c'est la préparation des conditions politiques et matérielles permettant d'obtenir la victoire. Or, les conditions politiques ne sont pas réunies, la France est seule, elle croit, et les plans de bataille de l'état-major sont faits selon l'optique politique d'un ralliement des États allemands du Sud et de l'Autriche à la cause des Français contre la Prusse. Et donc c'est une erreur fondamentale, puisque les États allemands vont suivre le traité d'alliance qu'ils ont signé avec la Prusse, et l'Autriche reste neutre. On croit aussi que les Anglais vont favoriser une médiation quand ça commence à aller mal. Non, les Anglais sont ravis de ce qui arrive aux Français, comme souvent. Donc voilà, il y a donc une erreur de base dont la leçon est tirée par la suite, puisque la diplomatie de la Troisième République n'aura de cesse que d'obtenir des alliances avec la Russie, avec l'Angleterre, pour contrer l'Allemagne dans le prochain conflit.
Donc ça, c'est une erreur fondamentale. Et ça, vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez du point de vue de la technique militaire, de l'art de mener les opérations. Au départ, sur une guerre comme celle-ci, là, on peut dire c'est perdu d'avance. Or, qu'est-ce qui se passe après ? C'est qu'une fois que le régime impérial est tombé, on peut changer les conditions stratégiques parce que justement l'enjeu politique n'est plus le même. Et c'est ce qu'essaye de faire la République. Elle envoie Thiers dans toute l'Europe, qui fait toutes les capitales d'Europe, enfin, hors l'Allemagne évidemment, pour essayer que les autres gouvernements européens prennent conscience du fait que la puissance allemande risque de devenir la puissance dominante en Europe et qu'il y a donc un danger pour l'équilibre européen, etc., etc., etc. Et donc, il essaye de convaincre la Russie de faire au moins une médiation, si ce n'est une alliance militaire, etc., etc. Non, c'est la politique. La guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc ils essayent d'obtenir un renversement, non pas d'alliance, mais au moins qu'il y ait une médiation, une intervention pour stopper les Allemands. Et pour éviter que les conditions que les Allemands vont imposer de toute façon soient trop violentes et bousillent, si je veux dire, l'équilibre européen. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ça qui va créer la guerre de 14, d'ailleurs. Mais il n'obtient pas ça. Il n'obtient pas ça. Pourquoi ? Parce que les régimes du tsar, le régime impérial autrichien, considèrent que ces révolutionnaires qui ont renversé la dynastie, c'est des gens dangereux, c'est des révolutionnaires. Alors, panique à bord, etc. Les Anglais, eux, ont un jeu bien plus cynique qui consiste à dire, le danger principal géopolitique, parce qu'il y a des visées coloniales françaises à l'époque du Second Empire, le danger géopolitique principal, c'est la France, c'est pas l'Allemagne. Et pourtant, il y a un discours de Disraeli à la Chambre des communes pendant la guerre de 1871, essayant de convaincre les parlementaires de comprendre, de prendre conscience du danger allemand, et ça ne marche pas. Il ne réussit pas à convaincre ni le Parlement, ni le gouvernement. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des possibles. Ça aussi, ça fait partie du chrony. C'est qu'il y a les éléments qui permettraient etc. Moi, je ne suis pas rentré dans les considérations stratégiques de cet ordre-là. Mais dans ce livre-là, mais j'aurais pu le faire. Enfin, d'autres peuvent le faire. Donc, alors que le gouvernement de défense nationale a les moyens, y compris de politique intérieure, parce que si l'armée française est inférieure en effectif, l'armée impériale française est inférieure en effectif et en déploiement de troupes sur les frontières au moment où les Allemands attaquent, c'est parce que le système militaire impérial est basé en grande partie sur la peur de la révolution et des émeutes. Et donc il y a un système de logistique que maintenant on dit mais c'est absurde, ça n'a aucun sens. On a donc des régiments qui sont basés dans le nord de la France, qui doivent aller chercher leur équipement dans le sud de la France, même en Algérie. Il y a un régiment, un épisode fameux où un régiment est envoyé en Algérie pour aller récupérer ses équipements et ensuite il est rapatrié à Marseille et remonte en Alsace. Il vient du nord. Voilà. Pourquoi ? Parce que le souci du régime était que les régiments ne soient pas cantonnés dans les villes d'origine des soldats. Et donc il fallait les mettre d'un côté. Donc les dépôts étaient à un endroit, les dépôts des réservistes, là où on faisait venir les réservistes et les conscrits, eux, ils étaient évidemment locaux, comme en Allemagne d'ailleurs. Mais le régiment, lui, la garnison, était basée à l'autre bout de la France, pour pas que les soldats fraternisent avec la population au cas où. Voilà. Et on est dans un système comme celui-là. Donc c'est pour ça que là, c'est plus la stratégie, c'est la stratégie au sens de l'utilisation des moyens, enfin voilà. Et tout ça fait que, alors qu'on promet 300 000 soldats aux frontières le 2 août, il y en a 150 000, quoi. Alors que les Allemands, ils sont déjà 400 000. Voilà. Et ça, c'est ça qui explique les défaites impériales. Alors après, Bazaine aurait pu faire ci ou aurait pu faire ça, ok, d'accord. Mais bon, le problème, c'est que l'armée allemande, en tout point, à la fois au niveau des batailles, au niveau tactique, qu'au niveau opérationnel, c'est-à-dire dans les manœuvres, est toujours un tiers en effectif supérieur, parce qu'ils ont un système de mobilisation qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace, et qu'ils sont en mesure d'amener très vite des effectifs supérieurs à chaque échelon du champ de bataille. Les régiments ont des compagnies plus nombreuses, les divisions ont des brigades plus nombreuses, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il y a une supériorité tactique, opérationnelle et globale
stratégique, pas stratégique, non, opérationnel, puisqu'ils sont en mesure à tout moment de déborder les lignes françaises. Et que donc la supériorité du feu français dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est totalement annihilée par le fait que quand la ligne française s'installe là, et ben la ligne allemande s'installe là. Donc ils tournent autour, et puis voilà, c'est tout. Et voilà. Donc c'est pour ça que des conditions stratégiques, c'est la République qui pouvait les renverser, les modifier. Et d'ailleurs, c'est l'objet des deux autres uchronies, puisqu'il y a deux uchronies impériales, si j'ose dire, et deux uchronies de la République. Merci pour cette réponse très argumentée. Y a-t-il des questions ? Oui. Vous avez choisi des cas d'Uchronie intéressants, mais il y en avait d'autres qui étaient possibles. Par exemple, si l'empereur n'avait pas été à Sedan, il aurait pu remonter une armée. Un autre cas aussi, si on avait décidé de ne pas défendre Paris, qui n'avait aucun intérêt stratégique, et qu'on avait continué à combattre les Prussiens et leurs alliés allemands en race campagne. Alors, c'est deux choses tout à fait différentes. Alors, je réponds sur Sedan et sur l'empereur. En gros, la situation politique en France fait que le Second Empire est quasiment terminé, quel que soit le scénario politique, même s'il n'y avait pas eu la guerre. Pourquoi ? Parce qu'à chaque élection, ce sont les républicains qui avancent et qui gagnent des sièges. Donc la guerre, pour le régime, est un moyen d'éviter que l'effondrement du régime et de la dynastie. Donc ça joue un rôle très important dans la déclaration de guerre. C'est la France qui déclare la guerre. C'est pas l'Allemagne. Alors que les Allemands, ils avaient pour eux, pour le roi de Prusse, l'affaire était réglée. C'était terminé. C'est Bismarck, vous connaissez l'histoire de la dépêche d'Ems, c'est Bismarck qui a voulu que la guerre se fasse. Et le régime bonapartiste qui voulait absolument qu'il y ait une confrontation qui permette de refaire l'unité nationale. Et la révolution, la commune qui survient après, c'est pas quelque chose qui surgit du néant. Il y avait une lutte sociale très forte à ce moment-là en France. Et voilà, donc le régime serait tombé d'une façon ou d'une autre après. Donc, si vous voulez, que l'empereur, c'est les défaites qui créent la crise de régime. Que l'empereur soit capturé ou pas capturé, ça ne change pas grand-chose. Si l'empereur, justement, l'impératrice n'a de cesse de dire pourquoi l'empereur reste à l'armée, alors qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas rester à l'armée. Il était malade. Il avait des crises terribles de la pierre, ce qu'on appelle la maladie de la pierre, c'est-à-dire des cailloux dans les reins. Et il voulait rentrer. Il voulait pas. Il voulait rentrer à Paris. Et l'impératrice et le gouvernement Palikao, donc le gouvernement ultra-bonapartiste, lui dit il ne faut surtout pas que vous reveniez, sinon ce sera l'émeute dans Paris. Donc il reste à l'armée. Et il se retrouve à Sedan, effectivement. Et les armées, cela dit, dès les défaites de l'armée de la Loire, par exemple, l'ordre de constituer une armée sur la Loire est pris, c'est une des dernières mesures prises par l'état-major impérial. Donc, effectivement, reconstituer des armées, ça, oui, c'était déjà programmé, si j'ose dire. Donc, l'ordre de créer l'armée de la Loire, avec ce nom-là, d'ailleurs, c'est l'état-major impérial qui donne l'ordre, puisqu'on veut envoyer l'armée de Châlons libérer Metz. Donc, on essaie de créer encore une armée derrière, une armée de réserve. Mais la levée en masse, parce qu'il y a quelque chose dont il faut se rendre compte aussi, c'est que entre septembre 1870, donc la défaite de Sedan, la chute de l'Empire, et la fin de la guerre en janvier 71, la République lève un nombre de corps d'armée phénoménal, qui est en gros, à la fin, l'ensemble des effectifs qui sont disponibles au début de la guerre de 14 sont mobilisés. Le même chiffre, vous voyez, le même effectif. Parce qu'il y a une levée en masse, voilà. On appelle successivement les classes d'âge, il y a une série d'étapes de la mobilisation dont je fais la chronologie dans le livre, qui est tout à fait passionnante, parce qu'on voit qu'en fait, que petit à petit, on se retrouve dans la situation de 1914, c'est-à-dire de la conscription générale et de la levée en masse ou de celle de 93, en termes d'effectifs. Le problème, bien évidemment, c'est celui de l'équipement et celui du commandement. C'est autre chose. Voilà. Donc là aussi, la République cherche des moyens de lever les obstacles et n'y parvient pas. Mais voilà. Donc, si vous voulez, l'idée... Et les Allemands n'avaient aucune intention d'avancer profondément en France. On n'est pas du tout dans la même configuration qu'en 40
ou qu'en 14, même en 14, le Moltke n'a de cesse que de dire on assiège Paris et c'est tout. On ne va pas plus loin. Et donc, il y a un ordre de repli général au mois de décembre 1870 des armées qui s'étaient aventurées jusque sur la Loire, jusqu'à Chartres, jusqu'en Normandie, etc. Où ils constituent des grands camps autour de Paris, à distance de Paris, pour couvrir le siège de Paris sur la défensive. Donc, il y en a un à Beauvais, il y en a un, je ne sais plus, auprès de Rambouillet, il y en a un. Enfin, voilà. Donc, je ne sais plus les détails là, mais tout est là. Et voilà. Et donc, ils n'avaient aucune intention d'aller s'épuiser. Et inversement, un des buts stratégiques de la République, c'était qu'ils avancent le plus loin possible pour les épuiser, parce que c'était l'idée de la campagne de Russie. C'est l'hiver en plus. Donc, on va épuiser les Allemands voilà. Enfin, c'est une des stratégies possibles, et qui est évoquée par les généraux. Mais Gambetta dit il faut aller libérer Paris. Alors, la deuxième question, c'était sur Paris. Est-ce qu'il fallait laisser tomber Paris ? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui est dans la tête des dirigeants de la République, puisque c'est eux qui prennent le pouvoir le 4 septembre, est-ce qu'il faut quitter Paris ? La question est posée. La question est ouvertement débattue, et même pendant plusieurs jours, dans le gouvernement, ils ne sont pas d'accord entre eux du tout. En gros, vous avez Gambetta qui dit la priorité, c'est de quitter Paris et d'aller organiser des armées en province. Et défendre Paris, la place, il faut bien voir que dans la tête des militaires de l'époque et des politiques, Paris est imprenable. Et effectivement, Paris est militairement imprenable, et les Allemands le disent aussi dans la littérature, c'est ce qui vous explique. Ils n'ont pas les moyens de faire un siège classique de Paris. Donc Moltke, depuis le début du siège, dit on ne prendra pas Paris, on affamera Paris, et ce sera la fin qui fera la capitulation, ou le fait qu'on obtiendra une révolution politique, parce que c'est ça qu'ils voulaient, et qu'il y a un changement de gouvernement et qu'il fasse que un gouvernement finisse par céder. Voilà. Donc Gambetta, lui, il veut quitter Paris. Et il le fait d'ailleurs, parce qu'il quitte Paris en ballon. Mais c'est quoi le souvenir qui les empêche de le faire ? C'est 1814. Parce qu'en 1814, quand Napoléon quitte Paris pour aller faire son expédition, vous savez, pour aller couper les bases de l'armée, des armées alliées qui avancent, les corps constitués trahissent. Enfin, du moins, c'est l'interprétation que font les contemporains en 1870, les républicains en 1870. Ils disent, oui, Napoléon, il s'est tiré, et du coup, le Sénat, Talleyrand, Fouché, tout ça, ils ont signé la paix, ils ont trahi. Ils ont signé la paix avec les Alliés. Donc, il faut rester dans Paris pour contrôler, parce qu'il y a l'opposition bonapartiste, qui est encore puissante, les militaires, et puis de l'armée, et puis il y a les socialistes, les rouges aussi, qui menacent Paris. Donc, il faut rester dans Paris pour contrôler ces menaces politiques. Une fois de plus, la guerre, patati patata. Bon, voilà. Donc, il reste. Mais comme il faut quand même organiser les armées, on envoie Gambetta. On envoie Gambetta qui va effectivement faire ce boulot d'organisation. Je vous dis, il y a 20 corps d'armée qui sont levés petit à petit sur la période. Donc, et la leçon porte d'ailleurs, parce que justement, à ce moment-là, ça crée une irréversibilité stratégique. C'est que Paris, et la chute de Paris, devient le seul objet stratégique. Opérationnel, pardon. Il faut faire attention. Le seul objet opérationnel. Pour les Allemands, faire tomber Paris, c'est obtenir la paix, parce que le gouvernement est à l'intérieur de Paris. Et pour les Français, c'est lever le siège de Paris. Et du coup, tout devient prévisible pour les Allemands, puisqu'ils savent que les armées devront aller vers Paris. Donc, ils n'ont pas besoin de se poser beaucoup de questions sur savoir où est-ce qu'il faut être pour recevoir ces armées et battre successivement les unes après les autres. Voilà. Et l'erreur, elle porte leçon, puisqu'en 1914, qu'est-ce qui se passe ? Le gouvernement part à Bordeaux aussi sec. En 1940, qu'est-ce qui se passe ? Le gouvernement part à Bordeaux. Mais à l'époque, il y a ce débat qui est de dire on ne peut pas laisser Paris, parce que si on laisse Paris, il y a un risque de capitulation de la France, parce que c'est la ville, c'est la ville capitale. Il y a cette représentation là qui domine tout. Oui, deux remarques brèves. La première porte sur l'isolement diplomatique de la France. Vous avez cité en particulier l'exemple de l'Angleterre, et à propos des conflits coloniaux, mais il y avait une illustration, l'illustration de cette attitude de l'Angleterre, c'est le problème de la marine. On sait bien que Napoléon III a développé, à la fois sur le plan
qualitatif surtout et quand même aussi un début de développement quantitatif, une marine qui était rivale de l'Angleterre et qui avait, disons, qui pouvait rivaliser avec celle de l'Angleterre, notamment en raison des aspects techniques. Et du coup, les Anglais étaient effectivement très sensibles à ça et pas, comme vous l'avez dit, suffisamment sensibles à la montée éventuelle du péril germanique. Tout à fait. La deuxième remarque, c'est ce que vous avez dit tout à fait au début, avant même de développer l'Uchronie. Vous avez dit la guerre de 1870 était peu évoquée. C'est tout à fait vrai au XXe siècle, mais par contre, elle a dominé quand même toute la période, justement, 1871-1914. Absolument. Il y a eu beaucoup d'histoire générale Absolument. de la guerre de 1870 à cette époque, mais il est évident qu'au XXe siècle, ensuite, c'est 14-18 et 39-45 qui ont pris le dessus. Et du coup, effectivement, il y a eu des conséquences dans la pensée militaire. Vous venez d'en citer une à l'instant, enfin militaire et stratégique, à propos du déplacement du gouvernement à Bordeaux, mais il y en a eu une autre qui était, parce que vous avez évoqué la vitesse avec laquelle les Allemands ont concentré leurs troupes sur la frontière, et du coup, jusqu'en 1914, un souci fondamental des militaires français a été l'organisation des chemins de fer pour arriver à une concentration rapide des troupes sur la frontière. Totalement. Et ça explique en particulier le fait que Joffre ait eu le destin important qu'il a eu, parce qu'il était considéré comme un très grand spécialiste très intéressant de la concentration des chemins de fer. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce plan de concentration de 14, il est élaboré par les services de Gambetta, et en particulier par Freycinet, qui était le sous-secrétaire à la guerre, enfin, je ne sais pas le titre exact, mais bon, qui s'occupait en tout cas de la gestion militaire, qui était un ancien patron de compagnie de chemin de fer. Et il y a Gambetta crée, dans les derniers jours de la guerre, une commission des chemins de fer, qui, sur le modèle allemand d'ailleurs, parce que le problème de la concentration et des chemins de fer, qui joue un rôle très important dans la mobilisation, c'est que ce sont des compagnies privées. Et donc, le gouvernement impérial, donc Napoléon III, est obligé de discuter avec chaque compagnie pour obtenir qu'ils mettent à la disposition les trains nécessaires, etc., etc. Donc, il y avait des contrats qui étaient passés. Enfin bon, il y a toute une littérature sur le sujet. Et Gambetta, lui, crée une commission des chemins de fer, où sont représentés, sur le modèle allemand, où sont représentés effectivement les compagnies de chemins de fer, et puis l'état-major, etc., etc. Et cette commission prévoit un système d'organisation de transport des troupes, parce qu'il s'agit de transporter justement les fameux 20 corps d'armée dont je parlais, qui ont été recrutés dans toute la France, qui sont rassemblés dans des camps. Il y a d'immenses camps. Alors on connaît le camp de Conly, parce que c'est en Bretagne, parce que ça s'est très mal passé. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais bon, les soldats étaient dans des conditions épouvantables. Enfin, et bien, il y en avait plein des camps comme ça dans toute la France. Et après, il fallait les transporter. Donc on crée une commission des chemins de fer qui est exactement calquée, qui est exactement le modèle sur lequel se fera la mobilisation de 1914. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà aussi les prémices de ce renversement stratégique dont je parle et qui permet en 14 de faire la Marne. Voilà. Donc l'idée, c'était, est-ce que la Marne n'aurait pas pu avoir lieu 40 ans plus tôt? Une question, on va faire attention parce qu'on va bientôt arriver au bout. Une question ici. Oui, la France pouvait-elle gagner en 1870 ? En fait, n'avait-elle pas perdu en ne tirant pas les leçons de Sadova ? Je rappelle que Napoléon III lui-même et son ministre de la guerre de l'époque, Niel, a essayé Tout à fait. de moderniser et il s'est heurté à un refus, non pas sur des questions de bonapartisme ou de républicanisme, mais simplement que les gens ne voulaient pas que leurs enfants aillent faire un service militaire égalitaire. Et Thiers, dans ce domaine-là, est un exemple extraordinaire en disant... Et la deuxième chose, c'est, alors là, dont on n'avait, à mon avis, pas pris encore conscience, contrairement à la question des effectifs, c'est les états-majors.
on part à la guerre sans état-major. Tout à fait. Oui, parce que, alors, on peut faire tout ce qu'on veut, mais sans soldats, voilà, sans état-major, c'est l'objet ça me paraît très difficile. C'est l'objet de toute la guerre. première partie du livre, c'est de comparer les atouts et les faiblesses des deux armées. Alors, bien évidemment, il y a la question de la conscription. C'est-à-dire que le service militaire, à l'époque impériale, fait qu'il y a un système de remplacement, on peut compter, alors je donne tous les chiffres, je ne les connais pas par cœur, mais on ne peut avoir de soldats formés qu'à hauteur de 300 000 au début du conflit, parce qu'il y a un système de service militaire, de réserve, etc., qui fait que ces effectifs-là sont très réduits, au moment où l'Allemagne peut aligner 700 000 hommes formés. Voilà, donc 300 000, 700 000, déjà, au départ, c'est un peu difficile, quoi. Formés, je parle. D'autre part, effectivement, la conception de l'état-major, du rôle de l'état-major est totalement différent dans les armées françaises, impériales et prussiennes, qui font que, alors qu'en Allemagne, c'est une carrière d'état-major, c'est-à-dire qu'on prend des officiers qui deviennent des professionnels des différents rôles de l'état-major, la logistique, le renseignement, les opérations. En France, c'est un titre honorifique. Voilà, c'est-à-dire qu'on devient officier d'état-major parce qu'on est reconnu comme quelqu'un d'honorable et de valeur. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'état-major au sens professionnel du terme. Il y en a un autre. Mais voilà. Mais effectivement, et ça, c'est des conditions sociales, idéologiques, qui sont celles qui prévalent à un moment donné. Mais simplement, il peut y avoir d'autres. Je donne un exemple, excusez-moi, si j'ai le temps encore. C'est que quand le chef d'état-major, donc le ministre de la guerre, Leboeuf, est renvoyé dès les défaites, les premières défaites, donc Spicheren et Fröschwiller, il est viré quand même. L'empereur le vire. Bon. Mais à la place, il nomme son adjoint. Et en même temps, il nomme Bazaine général en chef de l'armée. Et Bazaine, lui, a un chef d'état-major qui s'appelle Manicourt ou quelque chose comme ça, qui est quelqu'un qu'il connaît très bien, qui est un excellent chef d'état-major dans les expéditions qu'a fait Bazaine au Mexique, etc. Donc il le connaît, il a confiance en lui, et il veut que ça soit lui. Et non, on choisit l'adjoint, parce que dans l'ordre hiérarchique, c'est l'adjoint du chef d'état-major, et il fait la même chose. Voilà. Bonjour. Moi, j'avais une question d'ordre plutôt méthodologique sur l'Uchronie. Je veux savoir dans quelle mesure vous employez des modèles mathématiques. Ensuite, j'avais une question sur les dates, parce que comme ça, vu au XXIe siècle, on a l'impression que la guerre a été extrêmement courte. Mais sur le moment, à quoi est-ce qu'on s'attendait ? Est-ce qu'on s'attendait peut-être à ce que ça dure plus longtemps d'un côté comme de l'autre ? Et enfin, on se focalise beaucoup ici là, sur la mentalité française, et c'est normal parce qu'on est en France. Mais il me semble qu'on devrait aussi prendre en compte la mentalité des Allemands, enfin des Prussiens à l'époque. Et notamment, vous mentionnez justement les différents politiques. Et donc, je voudrais savoir dans quelle mesure vous prenez en compte cette perspective. Merci. Alors, attendez. Du point le quantitatif, j'ai trois choses. Quantitatif, je n'ai pas utilisé le modèle mathématique de M. Aubin dont j'ai parlé dans l'introduction. Et effectivement, parce que j'ai pas les compétences en mathématiques, d'une part. D'autre part que la quantification ça doit pouvoir se faire, je pense, mais c'est pas forcément nécessaire, quoi. Voilà, c'est pas forcément nécessaire. Il y a les données chiffrées, c'est sur les effectifs, sur le nombre de canons, sur les équipements. On a des données que les historiens donnent. Ils sont pas tous d'accord entre eux, d'ailleurs. C'est ça qui est compliqué, parce que pour avoir des chiffres exacts, il n'y a pas de chiffres exacts dans la réalité. Non, j'ai pas utilisé de données mathématiques. La deuxième question, alors c'était les dates. Oui, la question de la chronologie et sur la durée. C'est pas pareil, les dates et la durée. Alors je sais pas ce que vous. Bon. Donc la durée, les francs. Enfin, comme toujours, chacun croit que la guerre va être courte, par définition. Ça, c'est le début de toute guerre, c'est qu'on dit vous allez voir, on va régler ça en 3 coups de cuillère à peau. Bon, très bien. Donc la durée est une surprise pour les Allemands parce qu'ils sont convaincus qu'après Sedan c'est fini. Donc ils ne comprennent pas ce qui se passe en réalité. Et ça les énerve beaucoup. Et ils sont terrorisés à l'idée de la perpétuation de la guerre parce que là encore, il faut être dans les représentations de l'époque. Parce que pour eux, le souvenir de l'occupation de la France, c'est 1814 et 1815. Et ils ont une terreur des partisans et des francs-tireurs
ce qui fait qu'ils édictent un certain nombre de règles qui prennent des otages. Il y a un tarif en fonction de la nature de la résistance ou du sabotage qui va de payer une amende pour un village où il y a eu un coup de feu, un coup de feu, non, c'est beaucoup plus grave que ça, où il y a eu, où les habitants ont résisté ou ont injurié, je sais pas quoi, jusqu'à le sabotage, et ça va jusqu'à, il y a prise d'otage, amende, il y a un tarif, c'est très organisé, c'est très organisé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que se mettent en place tous les éléments de la violence, de l'occupation, des autres occupations qui ont suivi. C'est la culture de la violence et de la résistance des civils et du rapport entre les civils et les militaires. Il y a déjà eu les prémices en 1814, en 1815, et donc ils ont très peur de la répétition de ces scénarios-là. Donc ils prennent des mesures très fortes. Et il y a un raccourci historique qui est absolument fabuleux, c'est que un des meilleurs officiers dans ce boulot est un général bavarois. Son nom m'échappe à l'instant, enfin il est là. Il vient d'où ? Il a été engagé dans la Légion étrangère française et il a fait la conquête de l'Algérie. Et c'est à lui qu'on confie la répression des mouvements des partisans et des francs-tireurs qui pullulent à l'époque. Il y a un truc qui est assez passé sous silence par l'historiographie, c'est qu'il y a un engagement volontaire de dizaines de milliers de gens qui veulent s'engager pour défendre au moment de la République, après la chute de l'Empire, et qui s'engagent dans des corps francs, qui portent des noms plus exotiques les uns que les autres, c'est passionnant. Et beaucoup se regroupent autour de Garibaldi à Autun et à Dijon. Je vous signale que pendant la guerre, il y a 2 drapeaux allemands qui ont été pris, en tout et pour tout, dont l'un par les Garibaldiens. Donc ça, c'est des choses qu'on a un peu oubliées, quoi, voilà. Et donc, tout ça pour dire que la durée de la guerre, les Allemands pensent qu'elle ne va pas durer. Elle dure, bien au-delà de ce qui serait normal du point de vue strictement politico-militaire dans les conceptions de l'époque. Le régime est tombé, l'armée est capturée, battue, donc on arrête. Ah ben non, ça continue. Et inversement, évidemment, de l'autre côté, c'est pareil. C'est-à-dire que, au contraire, du côté des républicains, la question c'est de faire durer la guerre le plus possible pour essayer de renverser la situation stratégique dont je parlais tout à l'heure. Mais très vite, évidemment, il y a un épuisement. C'est-à-dire que très vite, le camp républicain se scinde en 2, entre ceux qui veulent ce qu'on appelle la guerre à outrance à l'époque, donc c'est Gambetta, et puis les modérés qui disent bon, il y a bien un moment où il va falloir capituler, traiter, etc. Et donc il y a un rapport de force politique qui évolue tout doucement et qui rebondit sans arrêt au gré des victoires et des défaites, des reculs, des avancées, des espoirs, etc., etc. Voilà. Et à la fin, voilà, tout le monde se range à l'évidence, mais la Commune de Paris, c'est pas, on la représente maintenant, enfin. Maintenant moins, mais il y a quelques années, c'était une révolution sociale, etc., qui était totalement déconnectée de la guerre. En réalité, c'est une réaction de la population parisienne qui a souffert du siège et qui refuse la capitulation, qui se révolte contre la capitulation en disant on a des dirigeants incapables qui ont été pas capables d'obtenir la victoire parce qu'ils croyaient à la victoire. Et si on lit ça, il n'a peut-être pas tout à fait tort. Mais voilà, et c'est aussi la suite de la révolte sociale qui avait commencé sous le Second Empire. Voilà, c'est la Commune, c'est lié totalement à la guerre et à la capitulation de Paris. Et il y avait une troisième. Oui, alors là aussi, oui, pardon, les divisions politiques. Oui, absolument, absolument. D'abord, l'idée de Bismarck de faire l'Empire allemand. Le roi de Prusse lui-même n'est pas du tout convaincu. Ça l'embête, il n'a pas envie. Bon. Les rois, le roi de Bavière, etc. Il y a des crises politiques régulières, des débats politiques dans tous les gouvernements, parce qu'à l'époque, l'Allemagne n'est pas unifiée, une fois de plus. Donc, il y a le roi de Bavière, le duc de Wurtemberg, du grand-duc de Bade, etc., etc. Et il y a des tensions sans arrêt. Et dès que il y a une bataille dans laquelle les Perses allemandes sont effroyables, bien supérieures, c'est ce que je disais, au moment des batailles aux Perses françaises. Et ça crée des chocs dans l'opinion allemande. Il y a de la contestation.
à cause du prix à payer. Et donc, c'est pour ça qu'ils veulent que la guerre s'arrête vite, d'ailleurs. Parce que l'opinion a de plus en plus du mal à supporter, d'une part. Et alors, d'autre part, il y a effectivement le Crown Prince, le fils de Guillaume Ier, enfin du futur Guillaume Ier, qui, lui, est plutôt, dès le départ, hein, il est plutôt contre la guerre. Il s'y oppose et tout. Il y a un texte que je cite fameux, au moment où Bismarck décide qu'on bombarde Paris. Moltke ne veut pas d'abord, mais pour des raisons militaires, et le Crown Prince ne veut pas pour des raisons, dit on va retourner l'opinion mondiale contre nous. Parce qu'il y a la notion d'opinion mondiale existe hein, déjà. Et voilà. Donc, et c'est intéressant parce que la guerre de 70, vous savez, les Suisses interviennent régulièrement pour aller secourir les populations assiégées, etc. Il y a tout un système de notions humanitaires qui commence à s'installer à ce moment-là. Enfin bon, c'est un autre sujet. Pardon. Merci pour ces longues réponses. Merci beaucoup et merci à vous.